Dans ma tête, à ce moment-là, logiquement, 2012, c'est mon Olympiade et je me plante aux sélections. Il y a eu une erreur technique que j'ai faite au départ, je loupe les Jeux. Je suis au bout de ma carrière, les prochains Jeux sont dans 4 ans, j'aurai 35 ans et je me suis dit si tu arrêtes maintenant, tu vas le regretter toute ta vie. Ça a été une source de motivation pour la suite et c'est notamment ça qui m'a permis, quelques semaines après, de repousser mes limites. Salut à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis avec une légende, 5 records du monde, vice-champion olympique, vice-champion du monde, 2 fois champion d'Europe. Si tu sais pas quoi faire, si tu as envie d'être un champion, si tu as envie de t'entraîner pour réussir, si tu as envie de te dépasser, si tu as envie d'être plus heureux, tu dois tout arrêter et suivre cette interview. Je suis avec Fred Bousquet, il est avec moi. Salut Fred. Bonjour. Déjà merci. Avec plaisir. Et avant de démarrer, je voulais te dire que je suis super heureux d'être avec toi. J'ai rencontré plusieurs personnes qui réussissent et tu m'as touché et impressionné par ton humilité. J'étais vraiment content d'avance avant de te rencontrer, de me dire j'ai quelqu'un qui a réussi, qui a fait des trucs qui, pour moi, ça m'impressionne, tout en restant humble et voilà. C'est un beau cadeau que tu me fais. Ouais, merci, c'est gentil. Le film Le Grand Bleu, c'était un film important pour toi? C'est sans doute mon film préféré. C'est un film qui a bercé un peu mon enfance et qui m'a inspiré énormément sur les premières compétitions que j'ai réalisées. Le héros, il t'a inspiré dans ce film? Qu'est-ce que tu as allé chercher? Le héros m'inspire dans sa capacité à rentrer dans sa bulle, dans son propre monde avant de plonger. Et je faisais le transfert très facilement avec une piscine, les plongées sous-marines, etc. Je m'en suis énormément inspiré. Tu te rappelles l'âge que tu as quand tu le vois pour la première fois, le film? J'ai commencé à nager à l'âge de 13 ans. Je l'ai dû le voir quand j'avais 11 ou 12 ans environ. Mais dès mes premières compétitions, je me suis rappelé de certaines scènes. La musique d'Eric Serra. Est-ce que tu l'as réécouté des fois avant le jour? Mais je la réécoutais pas des fois, systématiquement. Ce qui se passe en compétition, c'est que tu as la partie échauffement qui se déroule 1 heure et demie avant ta course. Et puis une demi-heure avant d'aller dans la chambre d'appel, qui est la dernière étape avant la course. Tu te mets dans un coin, tu enfiles ta combinaison, ton maillot, etc. Et généralement, c'est là que tu te mets dans ta bulle, tu mets les écouteurs ou pas. Et moi, à ce moment-là, à cette période-là, j'écoutais de la musique. Et je préférais écouter cette musique qui m'apaisait énormément et qui me faisait rentrer dans une autre dimension. Avant le saut dans l'eau, c'était combien de temps avant que tu pouvais l'écouter? Je l'écoutais une dizaine de minutes avant. Mais ça me faisait vraiment rentrer dans mon propre monde, c'est-à-dire que tout le reste autour disparaissait. L'entraîneur, les parents, les amis, tout ça. Il n'y avait plus que moi, mon plot et ma ligne d'eau. Wow. Et tu ressentais quoi quand tu écoutais cette musique? Je me sentais extrêmement léger et en phase avec moi-même. Donc là, si par exemple, demain, tu avais une difficulté, je mets un haut-parleur et je te mets cette musique, ça va te... Je pense que ça va me replonger, oui, quelques années en arrière et immédiatement me séréniser, je dirais. T'as essayé ou pas, avec ou sans musique? Oui, bien sûr, puisque ça a été une période qui a été au tout début de ma carrière, cette routine que j'avais mise en place, qui par la suite s'est estompée finalement, puisque à force de le répéter, les effets s'amoindrissent quelque part et ça prend un peu moins d'importance et on bascule sur d'autres schémas. Et c'est pas un schéma qui m'a accompagné tout au long de ma carrière, mais c'est celui qui a vraiment marqué le début de cette ère de compétition pour moi. Est-ce que tu retrouves ça chez d'autres amis sportifs de haut niveau? Avoir quelque chose qui, juste avant d'aller faire la performance, leur permet d'être dans un état de calme ou… Quoi qu'il arrive, on a tous des méthodes différentes, mais on va tous dans le même sens, c'est-à-dire qu'on veut se retrouver avec soi-même avant une course, puisque l'acteur principal de la performance, c'est nous. On ne va pas être à échanger avec les uns, avec les autres, etc. Tout a été répété dans les semaines qui ont précédé la compétition. Donc à un moment, il est important de débrancher un petit peu et de se recentrer uniquement sur soi et de ce que l'on est en capacité de faire. Toi, c'était plutôt l'énergie de calme. Est-ce que tu vois que chez tous les sportifs, c'est pareil, c'est le calme? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui vont chercher plutôt de la joie ou d'autres de la détermination? Ça a été différent tout au long de ma carrière. Au début, ça a été du calme. Quand je suis arrivé en fin d'adolescence, qui a été très tardif chez moi, mais sur les coups de 18-19 ans, j'allais chercher beaucoup d'intensité. Tu mets un peu le côté lion, tu sais. Voilà, exactement. Faire un peu ressortir l'animal qu'on a en nous et faire ressortir les émotions. Mais je me suis rendu compte que ça ne pouvait avoir qu'un temps parce que c'est quelque chose qui, de manière répétée, est épuisant. Et c'est quelque chose qui m'a convenu quelques années en mode compétition uniquement. Et par exemple, si tu devais m'entraîner à me mettre dans ce mode intense, ça, je ferais comment en fait? Tu faisais quoi en fait, ça se passe naturellement à l'entraînement quand tu vas au-delà de tes limites, enfin celles que tu te fixes. On se fixe tous des limites. On a tous des limites qui sont extrêmement courtes finalement par rapport à notre réelle capacité.
On s'en tient uniquement à la capacité physique à faire quelque chose, alors qu'on ne se rend pas compte que notre mental peut démultiplier ses capacités. Ces limites, tu vas les repousser à l'entraînement et tu vas faire ressortir un petit peu ce côté un peu sauvage que l'on a tous engouffré en nous et que l'on bride quelque part. C'est plutôt le rôle de l'entraîneur de te pousser dans tes retranchements. Si on devait visualiser ça, c'est une barrière en bois qui d'un coup explose. Tu la défonces. Finalement, voilà, explose et là tu sais que tu as passé un cap. Là, si je voulais, imaginons avant une conférence, activer ce mode-là, est-ce que tu le faisais debout? Est-ce que tu le faisais assis? Est-ce que tu faisais les yeux fermés, les yeux ouverts? Je le faisais même allongé, les yeux fermés. Dans la situation de compétition, on est dans une piscine comme aujourd'hui. Il y a du bruit, il y a une atmosphère particulière, il y a du va-et-vient, ça circule énormément. Donc il est important de savoir s'isoler. Allongé dans un coin, souvent reculé, les yeux fermés, souvent avec une capuche pour vraiment m'isoler et rentrer dans ma bulle. Tu as des pensées particulières pour arriver à développer ce côté animal? C'est une remémoration un petit peu des différentes étapes qu'on a vécues au cours de la préparation. Et chaque préparation, finalement, elle est différente. En natation, pour une compétition importante, que ce soit les championnats d'Europe ou même les Jeux Olympiques, on part sur environ 16 à 18 semaines de préparation. Et sur ces 18 semaines de préparation, il y a des hauts, mais il y a beaucoup de bas également. Donc c'est une question de se rappeler de chaque moment qui a marqué cette préparation. Juste avant, dans les vestiaires, tu te rappelles de ce moment où tu as… Voilà. Mais que ce soit bon ou négatif, parce que même dans le négatif, comme on est arrivé au jour J, on a su s'en servir, on a su rebondir sur cet aspect négatif pour être meilleur. Ne pas faire abstraction de tout ce qui a pu ralentir à un moment la préparation, mais plutôt ce que l'on a réussi à outrepasser. Tu pourrais partager un des plus beaux moments dans ta vie? Le plus beau moment, il est indéniablement la naissance de ma fille. Son arrivée a tout mis à plat. C'est une nouvelle perspective. D'un seul coup, tout prend moins d'importance face à sa vie. Elle est née une semaine avant les sélections pour les championnats d'Europe. Je suis arrivé sur ces sélections, je ne marchais pas, je flottais, j'étais sur un petit nuage. Et c'est là que je me suis rendu compte que… Ça t'a aidé ou pas aidé du coup pour la performance? Je pense que ça m'a aidé parce que ça m'a permis de relativiser énormément. Là, tu avais ta bulle d'office. Mais complètement, parce que tout n'avait plus la même importance. Et ce qui importe toujours, c'est sa santé, son bien-être, son bonheur, son épanouissement. On ne devient plus le centre de sa propre vie, ils le deviennent naturellement. Un truc qui est plus grand que toi maintenant. Exactement. Ouais. Et le plus beau moment, c'est quoi? C'est de savoir d'être père, c'est de la voir, c'est la toucher, c'est la voir. En tant que père, les 9 mois de grossesse, on les vit pas de la même manière, évidemment. La réalité, elle te frappe en plein cœur quand tu vois ton enfant, arriver. Si on veut parler du plus beau moment sportif, dans le sport que je pratiquais, c'est un sport individuel, des moments où on partage une performance, il y en a très peu. Et il y en a eu un en particulier qui a sans doute marqué et défini un petit peu tout le long de ma carrière. C'est arrivé en 2003, on était au championnat du monde. C'était mes premiers championnats du monde et on est arrivé en tant que relayeur. Donc on avait cette équipe du 4x100 qui était qualifiée pour ces championnats du monde mais aucune ambition puisque aucun palmarès et chacun des relayeurs n'avait pas forcément une carrière vraiment aboutie à ce moment-là. Seulement après les séries, on réalise le 3e temps pour la finale. D'un coup, on se rend compte qu'on a un potentiel médaillable pour les championnats du monde, tout en prenant en considération le fait que les autres équipes, contrairement à nous, avaient aligné une équipe B en préservant leurs meilleurs éléments qui rentreront en finale le soir même. Et nous, on avait 4 nageurs, c'était les 4 le matin, les 4 même le soir. Donc on n'avait pas de joker entre guillemets. On est conscient de la réalité que les Américains, les Russes, les Australiens vont sans doute avoir des meilleures équipes alignées l'après-midi. Mais en même temps, on s'euphorise par rapport à ce qu'on a réussi à faire dès le matin. Et la victoire, elle est venue par la suite puisqu'on fait 3e ce jour-là. On s'installe comme la 3e meilleure nation au monde sur le sprint. On passe devant les Hollandais, on passe devant les Australiens qui sont quand même une grosse nation de la natation. Et cette victoire, entre guillemets, parce que ça n'en est pas une, mais une médaille acquise en relais, elle a été décuplée par le fait qu'on a partagé ce moment à 4 et on a vécu une aventure collective. C'est sans doute le plus beau moment de ma carrière. C'est-à-dire qu'une victoire à 4, elle a été plus waouh pour toi qu'une victoire tout seul? Ouais. Mais ça a été comme ça un petit peu tout au long de ma carrière. Je me suis souvent plus réalisé au sein des relais
qu'individuellement. C'est le cas de tous les sportifs ou c'est plus ta personnalité? Ça diffère en fonction des personnalités, du passé de chacun. Je pense que moi, cet esprit collectif, je l'ai développé avant de commencer la natation, puisque auparavant, je faisais du foot. Je pense que c'est là que l'échange s'est créé. Autant quand j'ai basculé vers la natation, j'ai trouvé d'autres atouts qui me plaisaient énormément, comme la concrétisation d'une performance acquise par soi, et donc où tous les retours positifs ou négatifs me reviennent. Mais autant les moments de partage et l'esprit collectif, comme il doit se mettre en place à l'entraînement, puisque finalement une compétition se passe individuellement, mais tout au long de l'année, on est un groupe de 10, 12, 15 nageurs à s'entraîner et à être confrontés à la même réalité des choses au quotidien. Qu'est-ce que tu t'es dit dans les moments où tu as envie d'abandonner? Si tu peux raconter un des moments comme ça où ça a été dur. Et j'aimerais qu'on prenne deux types, c'est-à-dire j'ai envie d'abandonner tout court à la natation et un autre moment où à l'entraînement tu pousses et là tu dis les gens qui nous suivent, ils ont des rêves et à un moment donné, tu es en train d'écrire ton livre et t'en peux plus. Tu es en train de faire ta toile et t'en peux plus de tes pinceaux. Comment toi t'as vécu ça en fait? Donc il y a deux cas de figure. Le premier, c'est arrêter tout court la natation et arrêter ma carrière. C'est arrivé en 2012. Au moment des sélections pour les Jeux Olympiques que j'ai loupé. J'avais participé aux Jeux de 2000, aux Jeux de 2004, aux Jeux de 2008. En 2008, je suis vice-champion olympique. En 2009, je suis vice-champion du monde. En 2010, je suis champion d'Europe. En 2009, je bats le record du monde. Dans ma tête, à ce moment-là, c'est que je suis en train d'arriver au pic de performance de ma carrière. Et donc, logiquement, 2012, c'est mon Olympiade, celle où je vais obtenir cette médaille que j'attends de manière individuelle. Et je me plante aux sélections. Et je me sélectionne pas pour les Jeux. Est-ce que tu penses que ça a joué le fait de j'ai gagné, entre guillemets, c'est sûr? Non, parce que je me suis jamais mis dans cette position où à m'assumer complètement sur les performances. Je gardais toujours une remise en question permanente qui me permettait à chaque fois de me relancer de saison en saison. Les choses ont fait que ce jour-là, la course ne s'est pas déroulée comme je l'avais souhaité. Il y a eu une erreur technique que j'ai faite au départ. En 2012, j'ai 31 ans, je me remets en question et je remets toute ma carrière en question et je me dis est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que je ne devrais pas m'arrêter là? Je suis au bout de ma carrière, j'ai loupé les sélections, les prochains Jeux sont dans 4 ans, j'aurai 35 ans. J'avais des blessures qui étaient récurrentes et qui venaient un petit peu polluer mes préparations depuis 2 ans. Et cette réflexion, elle a duré 1 heure. L'heure qui a suivi la course que j'ai loupée. Mais sinon, avant 2012, en termes de carrière, tu n'as jamais eu l'envie d'abandonner? Non, en termes de carrière, non, parce que ça a été toujours une montée crescendo. J'ai toujours été d'étape en étape avec des performances de plus en plus intéressantes pour moi. Donc là, ça a été vraiment véritablement le premier coup d'arrêt. Mais rapidement, je me suis projeté dans l'avenir et dans ma vie en dehors du côté sportif. Et je me suis dit, si tu arrêtes maintenant, sur un échec, tu vas le regretter toute ta vie. Et tu ne vas surtout pas arriver à l'assumer, tu ne vas pas pouvoir te regarder dans un miroir parce que tu te seras laissé finalement vaincre par l'adversité. Et c'est pour ça que j'ai préféré continuer, ça a été une source de motivation pour la suite. Et c'est notamment ça qui m'a permis, quelques semaines après, d'être champion d'Europe et l'année suivante d'être médaillé au championnat du monde. Et quand tu es champion d'Europe quelques semaines après, comment tu te sens là du coup de ne pas avoir abandonné? Fier d'avoir su rebondir, mais également très frustré de me dire mais cette course, tu n'aurais pas pu la faire 3 semaines avant quand ça comptait pour la sélection pour les Jeux Olympiques. Donc c'est un mélange des deux. Mais à l'arrivée, tu retiens que le positif parce que c'est celui qui te nourrit et qui te fait avancer. Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta carrière quand tu as fait justement une course qui est moins bonne, ton rapport à l'échec? Il n'y a pas vraiment de défaite. Pour moi, c'est soit une victoire pour tous, soit si ce n'est pas une victoire pour tous, c'est une victoire personnelle parce que même dans l'échec, tu continues à apprendre. Et c'est souvent dans l'échec que tu apprends plus finalement. Donc quoi qu'il arrive, tu continues de progresser. C'est une question de tourner l'ensemble des choses qui peuvent te paraître négatives ou comme des freins à un élément moteur finalement pour la suite, savoir se projeter pour la suite. Pour revenir à la question que tu me posais sur l'envie d'arrêter, le deuxième schéma qui est arrivé très souvent pendant la saison, pendant la préparation en mode entraînement, où à un moment tu arrives à saturation, tu es dans la fatigue, tu es dans l'épuisement, tu es dans la saturation parce qu'au bout d'un moment, répéter ça tous les jours, 2 fois par jour, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, et entre les deux, il y avait 1h30 de travail à sec. Donc on était sur 6 heures environ d'entraînement par jour. Au bout d'un moment, tu arrives à saturation, tu perds le fil. Et ce qui ne m'a pas fait lâcher la plupart du temps, c'est mes coéquipiers. Pas lâcher par rapport à eux. Pour eux? Pour eux, ouais. En disant si je lâche, ils vont lâcher? Exactement. On a une responsabilité les uns envers les autres. Et ça, c'est quelque chose qui se crée naturellement ou il y a comme un manager qui crée un peu cette cohésion? Il y a un travail fait par le manager, enfin par l'entraîneur en l'occurrence. Il nous entraîne tous et ça, c'est un travail qui est effectué généralement au début de l'année, qui est un travail orienté sur le collectif,
sur des épreuves, des défis que l'on doit réaliser ensemble et atteindre ensemble. Et après, ça s'installe naturellement dans la relation que l'on crée les uns avec les autres. C'est cette relation de confiance, de respect et de solidarité. Parce que finalement, on est confronté aux mêmes choses, aux mêmes doutes, aux mêmes craintes et aux mêmes moments de bonheur, mais aux mêmes moments de désespoir également. Et donc, on les partage. Et dans ce partage-là, à ce moment-là, on sait que quand on a envie de lâcher, on se doit de ne pas le faire pour les autres. Et ça, donc c'est par exemple, tu vas être en train de dire ah j'en peux plus, et là tu penses à un de tes potes ou plusieurs et tu te dis ok. Je pense où je regarde celui qui est à côté de moi et qui est dans la même difficulté, la même contrainte. Et si je continue, si je donne tout, il va tout donner. Voilà. De la veille jusqu'à la dernière minute avant de démarrer la performance, le stress la veille, parce qu'il y a plein de gens qui justifient de ne pas réaliser leurs rêves parce qu'ils sont stressés. J'aimerais que tu nous partages ce que ça donne la veille d'une course super importante au JO. La question du stress et de la non-acceptation du stress, c'est une erreur que j'ai commise d'entrée au début de ma carrière. Pour moi, je pensais qu'être performant, c'est être dénoué de toute émotion face à la compétition. Et donc notamment du stress. Et je me suis rendu compte rapidement que le stress était un élément moteur aussi de cette performance. Et donc il fallait l'accepter et savoir l'utiliser et le gérer. Bien sûr, ne pas se laisser déborder par trop de stress et donc perdre ses moyens, tout comme la crainte ou la peur qui peut venir. Il faut se dire que toutes les émotions qu'on ressent, elles sont naturelles. Il faut suivre son instinct et savoir embrasser finalement toutes ces émotions et savoir les utiliser à bon escient. Les veilles de compétition étaient presque toutes différentes puisque toutes relatives un petit peu à tout ce qui s'était passé précédemment et au cours de cette préparation. Il y a des préparations qui ont été très lisses, très fluides et donc on est dans cet état d'esprit au moment de la compétition. On est dans un état un peu serein, puisqu'on sait que tout a été linéaire au cours de la préparation et que toutes les choses se sont enchaînées normalement et sans réelle contrainte, sans réelle difficulté. Donc on est dans un schéma plutôt facile. C'était très rarement le cas. Bon nombre de préparations se sont déroulées avec des blessures, avec des déconvenues, avec des couacs sur les compétitions de préparation. Et donc on arrive souvent avec certaines craintes, certains doutes. Mais ces doutes, je les mettais rapidement de côté pour laisser la place à tout ce qui m'a permis de me réaliser jusqu'à cette compétition et l'essence même de la raison pour laquelle je suis présent à ce moment-là. Et qu'est-ce qui m'a poussé à arriver à ce niveau-là? Ça m'intéresse d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? La passion, l'amour de la natation, la compétition, l'adversité. La victoire, elle est venue plus loin, elle est venue plus tard. Moi, ce qui me plaisait au-delà de tout, c'était de repousser mes limites. Ma carrière, elle a été un petit peu fixée en rapport de chrono à établir et de références ou de barrières à casser. Donc c'était plus finalement une compétition avec toi-même oui. que gagner par rapport à telle personne. Voilà, c'est souvent comme ça que je me suis le plus facilement réalisé, que lorsqu'au contraire je me suis focalisé sur les adversaires, c'est là où j'ai perdu pied. Puisque tu regardes à côté ce qui se passe et tu perds la ligne de ton chemin. Et les meilleures compétitions que j'ai réalisées, c'est celles où j'étais focalisé sur moi. Je bats mon record. Exactement. Vous dormez où? C'est un genre d'hôtel? Ça dépend des compétitions. Sur des compétitions classiques, style championnat d'Europe, championnat du monde, on est environnement hôtel. On est 2 par chambre, on a une vie d'équipe de France ou d'équipe de club. On est les uns avec les autres, le petit-déj, le départ pour l'entraînement, le déjeuner, l'après-midi, etc. La seule différence avec les Jeux Olympiques, c'est qu'on n'est pas à l'hôtel, on est dans un village avec 10 000 athlètes, toutes disciplines confondues, donc il y a un petit peu plus d'éléments perturbateurs qui peuvent arriver. Mais on est essentiellement centré sur nous-mêmes. C'est là que les liens se resserrent. Et justement, cette gestion du stress, généralement, moi ce que je faisais, c'était qu'en chambrée, j'étais souvent avec une personne qui faisait la même course que moi. Quelqu'un qui est mon coéquipier au quotidien, puisqu'on partage les mêmes séances d'entraînement, mais qui le jour J devient mon adversaire. Donc je sais qu'on allait traverser finalement les mêmes étapes. C'est pas bizarre ça, du coup Non, parce qu'on est dans un partage. On est dans un partage de connaissances, on est dans un partage de craintes. Et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à s'épanouir les uns avec les autres et à mieux se révéler. Et du coup, donc t'es le soir, est-ce que t'as une pression dans le ventre? Est-ce que t'as les... Oui, il y a tout. Ça dépend également comment ce stress il est géré, mais chacun avait son degré de nervosité. Et chacun le gérait différemment. Est-ce qu'on vous entraîne à ça? Est-ce qu'on t'entraîne à respirer Alors, ça a été un entraînement qui a été rajouté, mais tardivement. C'est arrivé en 2010-2011. Un préparateur mental est venu nous rejoindre ici à Marseille et a commencé à travailler avec les athlètes qui le souhaitaient. Uniquement les athlètes qui le souhaitaient. C'était une démarche de l'athlète d'intégrer cette préparation mentale dans l'établissement de sa performance, enfin de sa préparation saisonnière. Donc c'était un choix personnel. Tu l'as fait toi? Et moi, il est venu plus tard.
Il est venu plus tard pour la simple raison, c'était que je ne vivais pas à Marseille à ce moment-là. J'avais besoin d'un lien, d'un contact physique avec la personne pour pouvoir entamer un vrai travail de fond. Donc je l'ai commencé en 2012 et ça a été vraiment un travail de fond sur la gestion du stress, sur les messages internes, sur les croyances et bien évidemment les limites que l'on se pose. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qu'il a fait avec toi qui t'a vraiment aidé, que ça t'est vraiment… Ça Oui. fait un truc en particulier qui était… Un truc en particulier, c'est on se parle tous. On est tout le temps en conversation avec soi-même, par pensée. Et moi, j'avais tendance à avoir beaucoup de messages négatifs. Par exemple, tu disais quoi? Que je me sentais moins fort que les autres. Je me disais, t'es pas aussi grand que lui, t'es pas aussi fort que lui, t'as moins d'expérience, techniquement t'es moins abouti. Je me diminuais énormément. Et donc ça a été un véritable travail qu'on a fait ensemble pour justement changer ses croyances. On est remonté loin et ça a été un travail qui a été fait sur 4 ans. C'est-à-dire que quand tu dis remonter loin dans ton passé Oui, parce que ça vient pour de ton moi, passé. en l'occurrence, tout remontait à mon enfance. En tant que personne, qu'enfant assez introverti, assez réservé, assez timide, je me suis très rapidement enfermé dans un cocon et à me laisser un petit peu écraser par les autres. Vous avez travaillé sur des événements précis Oui. et te libérer de ça, Ouais. ça fait une différence. C'était une question d'interprétation de ma part. Ces événements précis, il a su me les faire voir d'une manière différente et constructive. Et finalement, il a réussi à me prouver par A plus B que ces éléments qui pour moi étaient réducteurs, qui me diminuaient en tant que tel, finalement m'avaient permis de me forger et d'arriver là où j'étais ce jour-là. C'est des événements de quel âge? Ça a oscillé entre 12-15 ans. Est-ce que tu penses qu'on peut transposer ça plus large, que potentiellement des choses qui nous bloquent dans notre vie en termes de performance et qui peuvent être liées pareil à des moments d'adolescence ou Je pense, ouais, parce que c'est à ce moment-là qu'on porte une réelle réflexion, une réelle comparaison envers les autres ou ce qui se passe à l'extérieur. Et pour moi, ça a été flagrant. Oui, on peut réellement se fixer des barrières trop courtes à ce moment-là, par rapport à des événements qui se sont passés. Ouais. Et c'était dur pour toi de te confier à quelqu'un comme ça, de lui parler de choses qui datent du passé? Oui, c'était pas naturel. Il y a eu un premier travail de préparation, si tu veux, où on a énormément parlé, mais survolé, en survolant les différents sujets, où finalement on apprenait l'un l'autre à se connaître. C'est ce qui nous a permis finalement de faire cette collaboration sur 4 années, plutôt que sur un temps bien défini, sur une période bien définie où voilà, on a 3 mois, on va parler de ça, on va rentrer dans le vif du sujet, on va le régler et puis c'est bon. On a été vraiment sur un travail de fond et que je ressens aujourd'hui dans ma vie en tant qu'homme finalement. Sur ce que tu as fait avec lui et dans la compétition, ça t'aide toujours aujourd'hui? Mais complètement. Je me suis sorti vraiment de cette dimension d'athlète, je me valorisais en fonction de mes performances. Si j'étais performant dans l'eau, j'ai de la valeur. Je pense, voilà, j'ai une valeur. Au moment où on arrive à se sortir de ce schéma-là, on arrive à assumer ses propres qualités et valeurs. Et d'ailleurs, il y a plusieurs sportifs comme ça qui, après la carrière, justement, ont du mal à l'après-vie. Comment tu l'as vécu? Je pense que ça m'a énormément aidé. Ça m'a aidé au cours de ma carrière, sortir de cette dimension de nageur et prendre vraiment conscience de la personne que j'étais. Et puis sur la deuxième partie, ça a été une question d'anticipation. C'est-à-dire que j'ai commencé ma reconversion professionnelle 2 ans avant la fin de ma carrière. Dans une interview que je voyais qui date, tu disais que tu étais en réflexion sur ce que tu allais faire. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus clair? Oui, bien sûr. C'est plus clair dans le sens où ça fait déjà 4 ans que je suis adjoint à la ville de Marseille. J'étais auparavant au niveau des sports. Maintenant, je suis passé aux grands événements et les grands équipements de la ville. Et ça fait un peu plus d'1 an que je me suis mis en association dans des opérations immobilières, sur des opérations de marchand et de promotion. C'est quelque chose dans lequel je m'épanouis. Je fais un réel apprentissage parce que ce n'est pas du tout le domaine. Donc c'est de l'achat-revente de biens immobiliers? C'est de l'achat-revente et c'est de la construction carrément. Et est-ce que tu retrouves des éléments du sport? Évidemment. Et je le retrouve essentiellement dans les relations, dans les rencontres et dans les réunions de travail. Les valeurs que j'ai développées grâce au sport, comme l'organisation, la discipline, le fait de ne rien lâcher, savoir se fixer un objectif et en même temps créer des étapes intermédiaires pour justement l'atteindre, c'est des choses que moi j'ai appris naturellement et que je ne pense pas pouvoir apprendre sur le banc d'une école, par exemple. Ça m'intéresse, imaginons qu'on ait 100 jeunes sportifs, tous sports confondus, et même pourquoi pas d'ailleurs au-delà du sport, parce qu'on pourrait aller plus largement, et on doit en choisir 3 sur les 100, au-delà de leurs caractéristiques physiques, uniquement sur leur mental, leur état d'esprit. Sur quels critères ou quelles compétences on irait chercher pour se dire tiens, il a quelque chose pour devenir un champion? Le critère numéro 1, c'est qu'il ou elle assume le plus ses rêves. On a peur, on n'assume pas vraiment
d'aspirer à devenir un champion ou professeur. On a du mal à être en phase avec ça et à l'assumer ou à l'exprimer. T'as eu du mal, toi, de dire… non, non, justement. C'est bête, hein, mais je pense que cette insouciance que j'avais à exprimer mon rêve, mon but, m'a permis de l'atteindre très rapidement. Tes parents, ils étaient plutôt encourageants à dire vas-y ou neutres ou… Non, ils étaient assez neutres. Ils ont su se montrer assez distants par rapport à ça, de jamais me pousser, de jamais trop m'encourager, me laisser vivre ma propre aventure. Finalement, je me suis façonné grâce à ça. Donc le premier critère, ça serait ça. Ce serait celui ou celle qui assume le plus son rêve et qui l'exprime le plus facilement et qui a un rêve bien défini, bien abouti. Donc déjà, premier critère, c'est est-ce que la personne elle est capable d'avoir clairement ce qu'elle veut? Voilà. Et deux, est-ce qu'elle est capable quand tu lui demandes c'est quoi ton rêve, elle n'hésite pas à le dire, voilà, moi je veux être champion ou je veux faire un tour du monde ou voilà. Je veux faire ça. Parce que de là, on va voir une étincelle et une lueur de confiance. Parce que si tu arrives à l'assumer, c'est que tu as confiance en tes capacités à le réaliser. Ça me fait penser à une interview que j'avais vue de Céline Dion, qui doit avoir 14-15 ans. Et l'intervieweur lui demande c'est quoi ton rêve et elle dit direct je veux être une star internationale dans la musique. C'est souvent pour ça que c'est beau d'écouter les jeunes, les plus jeunes, même voir les enfants. C'est qu'ils ont cette insouciance, cette inconscience des paroles qu'ils vont dire. Ils sortent les mots tels qu'ils viennent et en les assumant bien évidemment. Alors que plus tard, on a une réflexion, une analyse qui se crée avant de sortir une réponse. Et on se dit, si je dis ça, ça va paraître prétentieux ou ça va paraître ci, ça va paraître ça, comment les autres vont me percevoir. Les enfants, eux, sont sans tabou, honnêtes avec leurs émotions et leurs rêves. Le deuxième, après, il y a une question de discipline évidemment à avoir. On peut rêver de tout, avoir toutes les qualités, tout le talent qu'on veut. Si on n'applique pas une certaine discipline… T'en as vu des sportifs où tu t'es dit, il a le physique, il a le potentiel, mais aucune discipline? Mais tellement. Souvent, ce que j'ai pu rencontrer au cours de ma carrière, c'est des nageurs tellement plus talentueux que moi, qui n'allaient pas au bout de leur plein potentiel parce que justement ils étaient conscients de leur talent, ils se suffisaient à celui-ci et ils n'allaient pas chercher au-delà. Donc une discipline et un sens du travail. Ça j'adore parce que ça casse la croyance qu'il faut être absolument le meilleur au niveau génétique pour réussir. C'est une aberration de dire ça parce qu'à partir du moment où on le décide, où on a cette volonté, on met tous les moyens en place pour y arriver, on va y arriver. Savoir aller au charbon, ne pas avoir peur de se faire mal, que ce soit intellectuellement parlant ou physiquement. Et les deux se rejoignent de toute façon. Est-ce que tu en aurais un quatrième? Ça va être la persévérance. Persévérance. Voilà. Savoir garder en tête l'objectif final. Même quand c'est dur. Et voilà. Passons sur l'aspect rejet. Je vois tellement de personnes qui me disent j'ai un rêve, mais mes parents me critiquent, un média me critique. Ça arrive à tout le monde et ça arrive à tous les niveaux d'un moment de rencontrer ou de croiser une personne ou un média qui va pour une raison ou une autre essayer de démolir finalement tout ce qu'on est en train de construire. C'est très délicat à appréhender et je dirais que moi à chaque fois j'ai réagi de manière différente en fonction de l'état d'âme dans lequel je me trouvais à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, la réaction initiale, elle est d'une manière ou d'une autre. Mais après réflexion et analyse, dès qu'il y a un peu de recul qui est pris et que l'on relativise ce qui a été dit, c'est tellement facile de transformer ça en moteur et en source de motivation pour la suite. C'est arrivé d'avoir une critique sur le coup et tout ça, c'est un coup après de l'utiliser pour… Il y a eu une chose en particulier qui m'a fait beaucoup de mal. 2008-2009, on a traversé une période de combinaison en polyuréthane, etc. T'en avais toi? J'en avais une, c'est une avec laquelle j'avais battu le record du monde. Et donc un journaliste spécialisé dans la natation qui dit ces records et sa performance, elle n'a pas vraiment de valeur, puisque c'est plus la combinaison que l'athlète. Et elle m'a fait mal cette réflexion. Mais elle m'a fait mal, mais elle m'a fait me remettre en question également. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Je n'avais pas la réponse. Les choses ont fait que la saison suivante, les combinaisons ont été interdites. Ça t'a fait peur ça? Pas du tout. Ça a été la meilleure manière possible de lui prouver que j'étais le meilleur. Et effectivement, j'ai fait le record en textile l'année suivante. C'est quoi ta vision aujourd'hui de OK réussir, OK performer et le bonheur dans tout ça et d'être heureux, c'est quoi ta vision? Cette notion de bonheur, je l'avais très jeune parce que je vivais pleinement ma passion et que je m'amusais. C'était un sport, c'était du jeu, c'était pour le plaisir, etc. Et puis quand on rentre vraiment dans l'aspect professionnel de la carrière, et bien, cette sensation, elle s'amoindrit, elle diminue, elle a tendance à s'éteindre même. Parce qu'on fait face à des obligations, à des responsabilités. Et c'est également grâce au travail que j'ai fait avec mon préparateur mental que j'ai retrouvé
cette sensation de bonheur. Il t'a reconnecté à pourquoi tu fais tout ça en fait. Voilà, me reconnecter, exactement, me reconnecter à l'essence même de ce que je faisais. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que ça me rend heureux. Comment il t'a aidé à ça? Il te demandait pourquoi tu le fais, On s'est remémoré, on a remémoré les débuts, ce qui m'a fait aimer ce sport, ce qui m'a fait aimer la performance. On a vu toutes les choses qui s'étaient rajoutées et greffées au fur et à mesure et qui avaient finalement étouffé cette première sensation, cette première émotion. Donc il a suffi le fait d'en parler, de les remémorer, ça t'a aidé à… Ah oui, ça permet de décrocher, de visualiser un petit peu l'ensemble et de créer un petit peu des bulles avec des branches. Et finalement, la bulle principale, c'est l'épanouissement de soi et le bien-être. Et les branches annexes, c'est l'entraînement, la performance. Terminons sur ce message-là par rapport à ce que tu me disais par rapport à ta fille de manière générale. Si ta fille pouvait voir la vidéo dans 10 ans, elle aura 18 ans, et qu'on lui montrait juste ce petit morceau-là, t'aimerais lui dire quoi à ta fille par rapport à une vie réussie, une vie épanouie? T'aimerais lui donner quoi comme message? Tout simplement, j'espère que dans 10 ans, elle aura toujours le même sourire, celui qui l'accompagne tous les jours. Ce bonheur de la vie, de découvrir et d'apprendre tous les jours. Elle a cette envie, cette curiosité de la vie que l'on a souvent tendance à perdre. Et j'espère qu'elle ne la perdra pas et qu'elle se nourrira toujours de ce qu'elle est en train de vivre et d'expérimenter. Et comment on peut te suivre? Je suis essentiellement en ce moment un peu comme tout le monde tourné vers Instagram. Donc on peut te suivre sur Instagram. Voilà, je partage des moments qui sont pour moi importants. Merci, j'ai vraiment kiffé cette interview. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup.